À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs se sont donc retrouvés doublement désarmés. D'abord par les partis sociaux-démocrates qui poursuivaient l'union sacrée avec la bourgeoisie et soutenaient l'idée d'une guerre défensive. Ensuite par les partis communistes qui ont mené la politique dictée par la bureaucratie stalinienne. Seul Trotsky, à l'époque, représentait la continuité du programme révolutionnaire et internationaliste qu'avaient défendu Rosa Luxembourg, Liebknecht et les bolcheviks. Face à la faillite de la Troisième Internationale, dans laquelle les trotskistes avaient milité jusqu'au bout pour la redresser, Trotsky se résout à la nécessité de créer de nouveaux partis et une nouvelle internationale révolutionnaire, la quatrième. Dès 1934, il écrit un texte, La quatrième internationale et la guerre, destiné en particulier aux jeunes. Il y dénonce les mensonges et les illusions semés à la fois par les capitalistes et leurs politiciens et par les staliniens. En premier lieu, il s'attaque à l'idée qu'il faudrait défendre son État national, sa patrie. C'est, écrit-il, une idée profondément réactionnaire. Je le cite. L'État national, avec ses frontières, ses passeports, son système monétaire, ses douanes, ses douaniers, est devenu un obstacle terrible au développement économique et culturel de l'humanité. La tâche du prolétariat n'est pas de défendre l'État national, mais de le liquider complètement et définitivement. Il dénonce même un socialiste qui prêche la défense de l'État national est un petit bourgeois réactionnaire au service du capitalisme en déclin. Autrement dit, en aucun cas, les militants ouvriers ne doivent perdre de vue l'objectif de la révolution mondiale. En réalité, c'est la seule issue à la guerre favorable au prolétariat. La lutte contre la guerre passe évidemment par la lutte contre le fascisme. Trotsky n'ignore pas qu'une fraction des travailleurs, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, entre autres, aspire à combattre le nazisme. Mais il insiste, les ouvriers doivent lutter avec leurs propres méthodes, sans faire confiance une seconde aux États bourgeois, même démocratiques, qui font croire que la solidarité nationale est au-dessus des classes. Car les démocrates, tout comme Hitler d'ailleurs, n'ont que le mot « paix » à la bouche. Chacun jure la main sur le cœur qu'il ne veut pas la guerre, que son but est la fraternité des peuples. Et chacun s'arme jusqu'aux dents. Plus la guerre approche, plus les proclamations d'intention, les congrès d'intellectuels, les comités pour la paix se multiplient. Les staliniens se rallient à ce mot d'ordre et réclament un désarmement général. Ils contribuent ainsi à semer parmi les travailleurs l'illusion que les États pourraient accepter de déposer les armes alors qu'ils sont en train de préparer la guerre. En juin 1938, alors que le conflit en Europe est imminent, Trotsky convoque un congrès de fondation qui proclame la création de la quatrième internationale. Même s'il n'y a toujours pas de parti révolutionnaire, même si les trotskistes sont coupés de la classe ouvrière par le stalinisme, il veut planter un drapeau, car il est convaincu que les dévastations et les maux de la nouvelle guerre qui, dès les premiers mois, laisseront loin en arrière les horreurs sanglantes de 1914-1918, auront tôt fait de dégriser les masses. Leur mécontentement et leur révolte croîtront par bond. Il écrit le programme de transition, dont une large partie est consacrée à la guerre qui arrive. Les différents arguments en faveur de la guerre, écrit Trotsky, se réduisent à dire que le sort des peuples doit rester entre les mains des impérialistes, de leur gouvernement, de leur diplomatie, de leurs états-majors. Eh bien, au contraire,
Le programme de la 4e internationale met en avant des mots d'ordre dont le but est, à chaque fois que les travailleurs sont entraînés dans l'action, qu'ils exercent leur esprit critique, qu'ils s'organisent sur une base de classe, qu'ils se mettent à contrôler leurs dirigeants et la bourgeoisie et qu'ils prennent leur sort en main. La guerre est une gigantesque entreprise commerciale ? Les travailleurs sont en droit d'exiger, comme première étape, le contrôle sur cette industrie, voire son expropriation, ainsi que la confiscation des profits de guerre. La jeunesse sera appelée demain à mourir pour la patrie ? Alors, il faut revendiquer le droit de vote à 18 ans pour les hommes et les femmes. La lutte contre la guerre doit commencer, avant tout, par la mobilisation révolutionnaire de la jeunesse. La défense de la patrie n'a pas le même sens pour les exploiteurs et les exploités ? Eh bien, les travailleurs doivent avant tout devenir les véritables maîtres dans leur propre pays, s'ils veulent protéger leur maison, leur famille et leurs proches. Et puisque la bourgeoisie leur met des armes en main, les travailleurs doivent élire et former des officiers issus de leur rang, revendiquer une formation militaire sérieuse sous le contrôle de comités ouvriers et paysans, refuser de se soumettre à la censure. Ce programme n'est encore repris que par une poignée de militants, mais il permet de garder la boussole d'une politique de classe et de préparer l'avenir, alors même que le courant nationaliste et va-t-en-guerre entraîne tout sur son passage. L'invasion de la Pologne par Hitler le 1er septembre 1939 marque le coup d'envoi de la Seconde Guerre mondiale, dans les livres d'histoire du moins. Mais on pourrait tout aussi bien dire qu'elle avait commencé quand le Japon avait envahi la Mandchourie en 1931, puis d'autres régions de Chine en 1937, quand Mussolini avait envahi l'Éthiopie fin 1935, ou au moment de la Révolution espagnole en 1936. Du point de vue des populations victimes des bombardements et des armées d'occupation, la guerre n'avait pas attendu 1939 pour commencer. On ne reviendra pas ici sur le déroulement du conflit, devenu véritablement mondial avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1941. La bourgeoisie avait toujours en tête la peur qu'une révolution naisse de la guerre, comme en 1917. Les puissances impérialistes ont donc tout fait pour que cela ne se reproduise pas, avec la complicité de Staline et des partis staliniens. Ainsi, en Italie, en 1943, une vague de grèves ouvrières précipite la chute de Mussolini. La bourgeoisie italienne change alors de camp et négocie son ralliement auprès des Alliés avec le soutien du Parti communiste italien, dont le dirigeant Togliatti entre même dans le gouvernement d'union nationale qui se met en place sous l'autorité du roi. Mais cela ne suffit pas encore à mettre fin à l'agitation ouvrière. Pour cela, il faudra les bombardements alliés et le débarquement des troupes anglo-américaines. Partout où il a été en mesure de le faire, le stalinisme a servi à canaliser la classe ouvrière. À cet égard, la politique du PCF est éloquente. Quelques mois après le début du conflit, la France est occupée presque sans combat. La bourgeoisie française, la même qui parlait de défense de la patrie avant 1939, a préféré négocier avec l'Allemagne nazie plutôt que de continuer la guerre à tout prix. Elle a poussé à la capitulation en juin 1940. Le régime de Vichy, qui se met alors en place, est présidé par le maréchal Pétain. Les conditions de la capitulation sont assez favorables à la bourgeoisie française. Son État est maintenu, sous condition d'une collaboration avec l'occupant. Elle a l'espoir de conserver au moins une partie de son empire colonial et surtout, pour les capitalistes, le régime qui s'installe leur garantit des relations économiques avec l'Allemagne qui maintiendront leurs profits. Bien sûr, la France doit verser d'énormes indemnités de guerre,
Mais c'est la population qui les paie. C'est elle qui doit subir à la fois la brutalité de l'occupation militaire, le régime dictatorial de Vichy et l'exploitation dans les usines des capitalistes bien français. Les affaires sont florissantes pour les grandes entreprises, notamment dans la métallurgie ou dans la chimie. La bourgeoisie, dans son ensemble, a largement collaboré avec les occupants allemands. Elle ne pouvait d'ailleurs pas faire grand-chose d'autre, à moins de renoncer à ses profits. Ce qui prouve bien que la défense de la patrie n'est qu'un mot d'ordre destiné aux classes populaires et pas du tout une politique de la bourgeoisie qui ne connaît que la défense de ses intérêts bien compris. En 1941, avec l'invasion de l'URSS par les nazis, le Parti communiste rallie le mouvement de résistance qui commence à s'organiser autour de celui qui n'est encore qu'un obscur général parti pour Londres, Charles de Gaulle. Au fur et à mesure que la défaite de l'Allemagne se profile, de Gaulle représente l'autre option de la bourgeoisie après Pétain. Dès le départ, il a misé sur la victoire des Alliés avec l'intervention des États-Unis. Il prépare pour la fin de la guerre la continuité de l'appareil d'État français, capable d'assurer l'ordre bourgeois et de défendre les intérêts de l'impérialisme français, y compris face aux Alliés. Les classes dominantes et leur personnel politique craignent le vide du pouvoir que laisseraient les Allemands et le régime de Vichy en cas de défaite. Pendant toute la guerre, de Gaulle se bat auprès des Alliés pour imposer sa légitimité. Il a d'ailleurs l'intelligence de s'appuyer pour cela sur le Parti communiste, qui trouve là l'occasion de laver le péché du pacte germano-soviétique. Le parti stalinien met toutes ses forces au service de ce général réactionnaire, entrant dans le Conseil national de la résistance, puis dans le gouvernement provisoire. En 1943, Staline a dissous l'Internationale communiste pour prouver à ses alliés qu'ils n'avaient vraiment plus rien à craindre de lui. Et les partis communistes, de sections de l'Internationale, deviennent des partis nationaux. On parlera désormais de partis communistes français, comprenez patriotes. Il développe une propagande ultra-chauvine jusqu'à lancer le mot d'ordre « à chacun son Boche » au moment de la libération. En décembre 1944, devant l'Assemblée consultative, Jacques Duclos, dirigeant communiste, conclut ainsi son discours. Le gouvernement provisoire de la République française que préside Monsieur le général de Gaulle sait qu'il peut compter sur nous pour l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. Nous attendons de lui qu'avec l'énergie et l'audace indispensables dans la période difficile que nous vivons, il s'emploie à rassembler tous les Français, à les galvaniser, à les entraîner au combat et au travail, sous le signe de l'indépendance et de la grandeur de la France. À la lutte de classe, le Parti communiste substitue la lutte pour la libération nationale et l'union sacrée qui va avec. L'appui du PCF a été extrêmement précieux pour de Gaulle, car il l'a aidé à asseoir sa légitimité auprès des dirigeants de l'impérialisme anglo-saxon. Il a pu ainsi assurer à la bourgeoisie française une place à côté des vainqueurs de la guerre mondiale. Le rôle du PCF ne s'est pas arrêté là. Il a mis toute sa force et son influence pour que la classe ouvrière mette de côté pour plus tard ses revendications propres, en expliquant qu'il y a des périodes où il faut savoir oublier la lutte des classes. Loin du mythe répandu après la guerre, la résistance n'a pas été un mouvement de masse. Elle s'est structurée au fur et à mesure que la guerre avançait et que la victoire des Alliés semblait proche. Mais elle n'a jamais entraîné des parties importantes de la population. Ses bases se situaient dans les maquis, pas dans les villes ni dans les usines. Cela n'enlève rien au courage et au dévouement des ouvriers et militants communistes, indignés par l'occupation et la guerre, qui étaient prêts à donner leur vie pour lutter contre l'oppression.
Mais justement, gaullistes et staliniens ont mis leur révolte et leur abnégation au service de la restauration de l'État bourgeois français. Pire, en organisant et en justifiant cet alignement derrière la bourgeoisie, les dirigeants staliniens n'allaient pas seulement laisser passer une occasion à la libération, comme certains, y compris à l'extrême gauche, l'affirmaient alors. Ils avaient contribué à forger un mythe, enchaînant la classe ouvrière à la bourgeoisie. Et cela n'allait pas cesser de peser sur l'avenir, car plus d'un demi-siècle après la libération, on voit, à propos de l'Ukraine par exemple, ressurgir avec force l'idée que la lutte de classe devrait s'effacer devant la résistance nationale. En France, à la Libération, des comités se mirent en place avec des membres des différents courants de la résistance, parfois avec une majorité de communistes. Alors que les autorités allemandes et parfois les patrons s'enfuyaient, ces comités prirent des initiatives. Ce sont eux qui occupèrent le pouvoir. Et qu'en ont-ils fait ? Ils ont organisé le sauvetage de la production et remis les clés aux nouvelles autorités françaises garantes de l'ordre capitaliste. Alors, quand on parle de la libération de la France, il faut bien comprendre de quoi on parle. Certes, l'armée allemande est défaite et s'est retirée, mais elle a été remplacée par d'autres. Les Américains avaient même prévu une administration militaire de la France. Et ce n'est que parce que De Gaulle s'était imposé et avait montré sa capacité à maintenir l'ordre que ce plan ne fut pas mis en œuvre. Et surtout, alors que les destructions et les privations étaient immenses, la bourgeoisie a été remise en selle. L'exploitation a repris de plus belle, car il fallait tout reconstruire pour le plus grand bénéfice du patronat. Le PCF a joué là encore un rôle crucial grâce à son poids dans la classe ouvrière, en organisant l'augmentation des cadences sous le mot d'ordre « la bataille de la production » et allant même jusqu'à dénoncer la grève comme étant l'arme des trusts. À la fin de la guerre, c'est donc De Gaulle et son Conseil national de la résistance, le CNR, avec la participation active du Parti communiste, qui ont permis de restaurer l'ordre pour le plus grand profit de la bourgeoisie. Le CNR est présenté aujourd'hui comme l'organisme qui aurait garanti la liberté et la démocratie, qui a apporté la sécurité sociale. En réalité, les quelques mesures qui furent prises en faveur des travailleurs étaient une assurance contre la Révolution. Le CNR a surtout permis à la bourgeoisie de faire repartir tant bien que mal sa production sur le dos de la classe ouvrière, priée de remettre à plus tard ses aspirations à une vie meilleure. Alors, autant on peut dire que c'est la social-démocratie qui avait aidé l'impérialisme à sortir de la Première Guerre mondiale sans être balayé par la Révolution, autant, lors de la Seconde, c'est le stalinisme qui a permis à la bourgeoisie de s'en sortir sans que son système soit ébranlé. Le stalinisme prolongeait ainsi son œuvre contre-révolutionnaire. Après avoir éliminé la vieille garde bolchevique en URSS avant la guerre, de façon préventive, les tueurs de Staline ont poursuivi les proches de Trotsky à travers le monde. Et le 21 août 1940, Trotsky lui-même a été assassiné au Mexique. L'objectif de Staline était d'empêcher que les véritables idées révolutionnaires trouvent de nouveau leur chemin vers la classe ouvrière, y compris soviétique. En effet, ces idées représentaient toujours un danger pour les États belligérants. Ils avaient bien en tête que l'état d'esprit des soldats envoyés au front, celui des travailleurs à l'arrière, peuvent changer très vite autour d'un tel conflit. Il avait fallu 3 ans pour que la Première Guerre mondiale débouche sur une révolution, mais quand elle avait éclaté, c'est la révolution qui avait arrêté la guerre en menaçant de se répandre comme une traînée de poudre. Alors, jusqu'à la fin de sa vie, Trotsky a fait tout son possible pour armer politiquement une nouvelle génération de militants révolutionnaires, à commencer par ses camarades. Il abordait tous les problèmes nouveaux qui se posaient. La question de l'URSS, notamment, a beaucoup fait discuter.
Dès avant la guerre, Trotsky estimait en effet qu'en cas d'attaque impérialiste contre l'État ouvrier, les révolutionnaires ne pourraient pas rester neutres, malgré les crimes du stalinisme. Dans la perspective révolutionnaire, à condition que les travailleurs soviétiques, eux aussi, renversent la bureaucratie stalinienne, l'URSS pouvait redevenir un point d'appui pour la classe ouvrière internationale, une position avancée pour l'élargissement de la révolution. À l'inverse, la défaite de l'URSS entraînerait le renversement de l'État ouvrier, le rétablissement d'un État bourgeois et constituerait un recul du point de vue de la révolution internationale. D'autres problèmes avaient parfois un caractère très concret. Par exemple, lors d'une rencontre avec des trotskistes américains, le 7 août 1940, la question suivante lui fut posée. Que devait faire un révolutionnaire mobilisable aux États-Unis? S'il est mobilisable, répondait Trotsky, alors qu'il soit mobilisé. Un révolutionnaire ne peut pas se protéger et espérer jouer un rôle par la suite en s'isolant. Il doit être avec sa génération, partager le sort des travailleurs pour espérer les gagner à son combat. Même s'il se détourne de lui dans un premier temps, à cause de la propagande guerrière ou par résignation. Plus tard, quand l'esprit de révolte grandira, ils diront « Rappelez-vous, il nous l'avait dit » et ils se tourneront alors vers lui. Trotsky résumait cette démarche en disant « Nous ne pouvons nous opposer au fait de la guerre avec de la bonne volonté, un pacifisme pieux. Il faut nous placer dans l'arène créée par cette société. Cette arène est terrible, c'est la guerre. Mais dans la mesure où nous sommes faibles et incapables de prendre en main le sort de la société, dans la mesure où la classe dirigeante est assez forte pour nous imposer cette guerre, nous sommes obligés d'accepter cette base pour notre activité. » Malgré les espoirs de Trotsky, la 4e internationale n'a pu jouer aucun rôle significatif pendant la guerre. Dans aucun pays, les petites organisations trotskistes n'étaient suffisamment implantées pour défendre et impulser dans la classe ouvrière une autre politique que celle des staliniens. Et plus encore que les autres organisations ouvrières, du fait de la faiblesse des groupes trotskistes, leurs militants se retrouvèrent souvent dispersés. En France, après la mort de Trotsky, désorientés, ils tentèrent de sortir de leur isolement en se raccrochant aux wagons d'organisations plus importantes pendant l'occupation. En abandonnant leur boussole de classe, ces petits groupes se placèrent sous la pression des courants de la résistance violemment hostiles à toute politique indépendante de la classe ouvrière, au prétexte qu'il s'agissait de lutter contre l'occupation et le nazisme. Ils apportèrent même leur soutien politique et moral à la résistance, pourtant dirigée par De Gaulle et le PCF. Néanmoins, c'est aussi grâce à des militants trotskistes qui, eux, ont résisté à ces pressions et ont continué à défendre le programme de la 4e internationale pendant et après la guerre, que le capital politique de Trotsky a été transmis à de nouvelles générations, dans la continuité de Rosa Luxembourg, de Liebknecht, des bolcheviks et des premiers congrès de la 3e internationale, ce capital reste encore aujourd'hui notre principal outil pour nous préparer aux combats à venir. La Seconde Guerre mondiale fut à la hauteur de la décomposition du capitalisme. Les méthodes industrielles les plus modernes furent employées de part et d'autre pour écraser l'adversaire. La barbarie eut libre cours, comme dans toutes les guerres, cette fois-ci sous la forme des camps d'extermination nazis, mais aussi des bombardements alliés rasant des villes comme Hambourg et Dresde en Allemagne. Le but était de terroriser les populations, de couper court à toute révolte. Les Américains visèrent le même objectif lorsqu'ils lâchèrent 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, alors que le Japon avait capitulé. La Première Guerre mondiale avait fait plus de 21 millions de morts, la Seconde en fit près de 65 millions,
et bien plus de destruction encore. Le monde capitaliste est sorti de la dernière guerre mondiale sans avoir résolu aucune de ses contradictions. En fait de monde meilleur, les grandes puissances ont procédé à un repartage du monde, encore un, avant même la fin de la guerre. Plusieurs réunions au sommet à Téhéran en 1943, à Yalta en février 1945, puis à Potsdam en décembre de la même année, furent le théâtre d'intenses négociations. Les vainqueurs se partagèrent une bonne partie de l'Europe en plusieurs zones, dans lesquelles leurs armées devaient maintenir l'ordre et remettre en selle des appareils d'État qui s'imposeraient à leur population. En marge d'une de ces conférences de paix, Churchill négocia avec Staline la situation dans les Balkans. Il raconte dans ses mémoires avoir tendu à Staline un papier où il était écrit « En ce qui concerne la Grande-Bretagne et la Russie, que diriez-vous d'une prédominance de 90% en Roumanie pour vous, d'une prédominance de 90% en Grèce pour nous, et de l'égalité 50-50 en Yougoslavie ?» Staline griffonna son accord sur le papier. Le monde d'après 1945 n'est pas plus stable ni plus démocratique que le monde d'après 1918. Toute une partie de l'Europe a de nouveau été redécoupée, remodelée en fonction des intérêts des uns et des autres. Ils ont taillé de nouvelles cicatrices dans la chair des peuples. N'ayant plus besoin de Staline, les Alliés, au premier rang desquels les États-Unis, se retournèrent contre lui, car ils voulaient remettre la main sur les zones contrôlées par l'URSS. Dès 1947, ils ont proposé à l'Europe un nouveau plan d'aide, le plan Marshall, pour attirer les pays occidentaux dans leur orbite. C'était un plan clairement tourné contre l'URSS, qui, de son côté, a profité que l'armée soviétique contrôlait militairement toute une partie de l'Europe pour mettre en place ce qu'on appellera les démocraties populaires. Entre l'impérialisme et le bloc de l'Est, la guerre froide s'instaure. Les deux blocs s'affronteront à maintes reprises par pays interposés jusqu'à la chute de l'URSS en 1991, tout en restant profondément complices pour maintenir l'ordre impérialiste mondial. Et puis, en 1945, le problème des colonies aussi est resté entier, si ce n'est que la guerre mondiale a accéléré leur volonté de s'émanciper et qu'une grande vague de décolonisation va lui succéder. Le 8 mai 1945, jour célébré depuis comme celui de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, l'armée française réprime les premières manifestations pour l'indépendance en Algérie, à Sétif, Guelma et Kerata. Puis l'Indonésie proclame son indépendance. La guerre d'Indochine commence presque aussitôt. La lutte des pays colonisés contre l'impérialisme a eu un caractère véritablement révolutionnaire. Mais en s'en remettant à la direction de bourgeois nationalistes, là encore avec l'aide des staliniens, ces pays n'ont pas pu et ne peuvent toujours pas échapper à la domination impérialiste. Depuis 1945, la guerre n'a jamais disparu. Elle n'a pas cessé d'être rallumée à un endroit ou à un autre de la planète. Des guerres parfois locales ou régionales, mais dans lesquelles les impérialistes étaient et sont toujours impliqués. Dans les pays riches, mais seulement là, on vient de le voir, l'illusion d'une paix durable s'est maintenue longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette période est définitivement close. La guerre est inéluctable. Elle est inscrite dans les mécanismes fondamentaux de l'économie capitaliste. Dans la période qui vient, il faut bien se dire que les militants révolutionnaires auront à aller contre un courant extrêmement puissant. L'une des leçons des deux guerres mondiales est qu'il est très difficile, mais vital, de résister à la pression de l'opinion bourgeoise et petite bourgeoise qui reflète les intérêts des capitalistes. Cette pression prend parfois la forme du nationalisme chauvin et va-t-en-guerre. Mais elle peut aussi s'exercer à travers des arguments pacifistes et humanistes. Des politiciens miseront sur ces idées.
Mais se borner à dénoncer la guerre sans remettre en cause le capitalisme n'est qu'une tromperie de plus, un écran de fumée. En cas de guerre, les travailleurs auront peut-être à se défendre contre une armée étrangère, voire une invasion comme en Ukraine, mais aussi contre leurs propres exploiteurs, en menant une guerre sans relâche à l'État bourgeois. Du point de vue des travailleurs, la volonté de se défendre contre une armée d'occupation est certes légitime, pas parce qu'elle est étrangère, mais parce qu'elle est une forme de pouvoir bourgeois. Le problème pour les travailleurs est de savoir qui décide des buts de guerre et qui contrôle l'armée. Et dans cette perspective, les soldats du camp d'en face peuvent être des alliés, eux qui ont subi aussi l'enrôlement, la propagande nationaliste, mais surtout la faim, les tranchées, les morts. Répétons-le, nous ne sommes pas pacifistes. Nous continuons à défendre l'idée que l'ennemi principal est dans notre propre pays et que si la bourgeoisie nous donne des armes, nous devrons les retourner contre elle pour abattre ce système qui apporte la guerre. Bien sûr, la classe ouvrière a aujourd'hui un énorme retard du point de vue de cette conscience, un retard infiniment plus grand qu'au moment des 2 guerres mondiales. Cela ne doit pas nous décourager ni nous démoraliser, mais au contraire nous renforcer dans nos convictions internationalistes. Nous serons à contre-courant ? Soit. Je voudrais vous citer à ce sujet le père de Karl Liebknecht, Wilhelm Liebknecht, un des pionniers du socialisme allemand, lorsqu'il évoquait la répression très dure qui avait frappé le mouvement dans ses premières années. Je le cite. « Il n'est jamais facile de nager à contre-courant, et lorsque le courant se précipite avec la vitesse et la masse impétueuse d'un Niagara, alors c'est encore moins une sinécure. » Mais c'est en résistant au courant que la social-démocratie avait ensuite grandi dans des proportions sans précédent. C'est aussi parce qu'ils avaient su tenir bon en 1914 que les bolcheviks ont pu mener la classe ouvrière jusqu'à la prise du pouvoir au moment de la révolution russe. Trotsky était dans cette même perspective, tenir bon face au nazisme, au stalinisme, puis à la guerre qui arrivait, avec la conviction que la classe ouvrière, si elle s'empare des idées révolutionnaires, peut changer le cours des événements. Car la guerre est aussi une période de bouleversements brutaux et intenses dans la vie des classes laborieuses. Et l'histoire l'a montré, elle peut accoucher de mouvements révolutionnaires qui donnent la possibilité de renverser la bourgeoisie et de mettre fin au système de domination impérialiste. L'histoire du mouvement ouvrier n'est pas un processus linéaire. Parfois, elle est faite de reculs profonds et d'avancées fulgurantes. Mais à chaque étape, il y a eu des militants qui ont porté les idées communistes et internationalistes. Nous essayons, comme nous le pouvons, d'être des maillons, même faibles, de la chaîne qui nous relie à cette histoire. Car nous savons que même si le mouvement ouvrier n'a pas aujourd'hui la force d'intervenir, lui seul, s'il renoue avec le programme communiste révolutionnaire, pourra ouvrir à l'humanité un avenir débarrassé de toute oppression et de l'exploitation, un avenir sans guerre.